Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Je suis le professeur. Non, j'étais le professeur. Imparfait de l'indicatif. Ah, la grammaire. Chère grammaire, belle grammaire, délicieuse grammaire. Fille, épouse, mère, maîtresse et gagne-pain des professeurs. Oui, j'ai commencé à avoir des doutes sur les vertus de la grammaire comme instrument d'instruction de la langue au premier niveau il y a quelques 60 ans. Et c'est de ces doutes qu'est né French in Action. C'est une longue histoire. Je vais essayer de vous la présenter en 7 épisodes, mais j'ai beaucoup de choses qui seront vagues, peut-être inexactes, et peut-être que Barry ici pourra les rectifier par la suite. Premier épisode, le purgatoire. Étant sorti pratiquement indemne de la Deuxième Guerre mondiale, j'ai pu poursuivre une vieille ambition de répandre la culture et la langue française à travers les vastitudes de l'Amérique. Vous savez, la mission civilisatrice de la France. Donc, tout en regrettant l'Europe aux anciens parapets, je m'embarque, débordant d'enthousiasme juvénile, sur un vieux transport de troupes et finis par arriver un dimanche soir sur le campus de l'Université de Floride à Gainesville, aussi désorienté et ahuri que Christophe Colomb abordant sa première île des Caraïbes. Je suis plein d'ardeur, mais ma belle ardeur est bientôt quelque peu refroidie quand le chef du département m'annonce que je commence le lendemain matin à 7h30. Vous savez, en Floride, il fait chaud, il faut commencer de bonne heure. Et je commence avec un cours de latin. Moi, but I cannot teach Latin. I'm not capable. Lui, but you had Latin? Yes, 7 years, like everybody. Lui, so, what's the problem? Ben, ça ne posait pas de problème pour lui, mais ça posait un problème pour moi, un problème certain. Apparemment, il ne voyait pas de problème, ça lui paraissait normal. Mais moi, oui, je voyais un problème. Comment enseigner une langue morte que je déchiffrais assez péniblement, dont je ne connaissais que la grammaire et encore en partie, et quelques mots, surtout du vocabulaire militaire et philosophique. En plus, sachant qu'on prononce le latin aux États-Unis d'une façon différente de celle qu'on utilise en France, j'ai dû m'escrimer pendant 50 minutes à faire un cours de latin sans prononcer un seul mot de cette langue. Dieu merci, le second cours était en français. Un cours de français, je me suis senti rassuré tout de suite et j'ai repris mon enthousiasme. Oui, mais quand j'ai vu le manuel avec lequel j'étais censé communiquer cet enthousiasme pour le français, j'ai été effondré. Des règles de grammaire, des mots sans vie collés sur les pages du manuel comme les plantes dans un herbier, desséchées, décolorées, inodores et sans saveur. Les étudiants étaient bien gentils, dociles. D'ailleurs, j'en ai rencontré un le mois dernier en Pennsylvanie qui m'a reconnu avec amusement et une apparente sympathie. Mais il était évident que le français, tel qu'il était présenté, ne passionnait pas ses étudiants autant que le foot. J'ai donc essayé d'insuffler un minimum de vie dans le texte en ajoutant un peu d'audio, puis aussi en insérant quelques images, en utilisant un archaïque projecteur opaque. Second épisode, Yale. Les états embryonnaires d'une méthode. En 1956, Henri Père m'offre un job à Yale. Yale? Qu'est-ce que c'est que ça? Jamais entendu parler. Je consulte une carte et je vois que c'est à New Haven et que New Haven est au bord de la mer. Ah, bon, ça changeait tout. D'accord, dans ces conditions-là, je vais à Yale. Hein.
Vous savez, l'Université de Floride est une land grant institution qui n'est ni sur la côte, ni sur un lac, ni sur une rivière, mais en plein milieu de nulle part. Donc, Yale semblait présenter un certain avantage. Et en fait, oui, Yale présentait des avantages. J'y rencontrai Jean Borch, qui avait conçu dès 1944 pour l'Army Special Training Program une méthode absolument remarquable. Son fils Jim est ici présent et il va peut-être vouloir nous dire quelques mots sur ce qu'avait fait son père. Jim, je ne sais pas si ça marche, ça. Ça marche pas? No. Is it working? Oh. Okay, it's working. Thank you, Pierre, very much. I just wanted to add a few words of background for the celebration of French in Action. As with everything else, French in Action had antecedents. And as Pierre has just indicated, my father during World War II was asked to develop a course which would turn out every 90 days, 3 months, a group of military people, mostly Army, but some Navy V-12s, who could speak French after those 3 months were concluded. And the idea was that they would help with the liberation of Europe, which was coming up and did and begin in 1944. And so he did, and I think he drew in part on his experience, his first experience in the United States, which was 1929 at Middlebury College in Vermont, where already they had pioneered, I think it's fair to say, the immersion method, such that in the summer schools in France, in Middlebury, there were several languages taught. You were expelled if you were caught speaking English. That was an 8-week program. In any event, my father turned to that and apparently had some success because he was encouraged after the war to develop his méthode orale, as it came to be called, into a book. And the book is this, 2 volumes, printed offset in a horrible condition, really, by the Chinese people here at Yale in 1944. But I did want to underline that here on page, I think it's 97, we have the naming of Mireille, and on page even earlier, 31, we have the naming of Robert. Now, people do not know, none of us in our family or otherwise seems to know why, except that Robert is a word we can use in both English and French, and Mireille is only French, but I think we should take the text at its word, that he thinks Mireille was a pretty name, and R is the hardest letter in the French language for Americans to pronounce. I should add that since I consider my father the progenitor of Charles and Mireille, you are my brother and sister, and you are 80 years old. So, but you don't look it at all. So that was about it. You will find some references in this, but my father leaves the story very early with respect to Charles and Mireille's development. At the end of his version, Charles says he wants to stay another year in France, and then he says perhaps Mireille would accompany him back to the United States. In the entire 2 volumes, however, they never tutoie each other. So you can see that Pierre took it a long, long way from there. Thank you, Pierre. Comme Jean Borch, le père, était le seul membre du département qui s'était intéressé à l'enseignement de la langue, nous avons tenté de produire une méthode commune pour Norton & Norton, mais cette entreprise a échoué malheureusement.
Enfin, malheureusement ou heureusement, on ne peut pas dire. À un certain point, le professeur Père, tout en déclarant ne rien connaître à l'enseignement de la langue, m'a octroyé une toute petite partie du budget du département qui me permettait d'engager quelques assistants pour m'aider à perfectionner la façon dont nous enseignions la langue. C'est avec ces assistants que, sous la supervision de Béatrice Abetti, qui a joué un rôle énorme et qui sera là, je crois, ce soir, mais ne peut pas être là maintenant, il a été possible de construire, au cours des années, une méthode centrée autour d'une histoire. Une histoire qui devenait avec le temps de plus en plus étoffée et était illustrée par des centaines de dessins et de diapositives. Au bout de quelque temps, quelques collègues dans d'autres universités ont entendu parler de cette méthode et ont demandé s'ils pouvaient s'en servir. Le labo que je dirigeais à l'époque est alors devenu une immense maison d'édition. Nous copions des centaines de diapos, des centaines de bobines audio et dans le sous-sol, une imprimante reproduisait par centaines les fascicules correspondant à chaque leçon. Les quelques 5 ou 6 institutions qui ont emprunté notre méthode lui ont non seulement fourni un terrain d'essai, mais aussi l'ont fait connaître, au moins dans les milieux ouverts aux idées nouvelles. Troisième épisode, le rêve de 2 visionnaires, Barry et moi. Barry, sans qui le French in Action que nous connaissons aujourd'hui n'aurait jamais existé. Barry, étudiant gradué à Yale, avait enseigné la méthode à Yale, puis son doctorat en poche, il l'avait exporté à Wellesley, où il enseignait. Et il n'arrêtait pas de répéter que cette méthode était remarquablement efficace et que c'était fort dommage qu'elle ne soit pas accessible à tous. J'en convenais modestement, mais faisais remarquer que pour qu'elle soit accessible à tous, il faudrait la mettre sur vidéo et que ça coûterait des sommes énormes. Et que moi, je ne pourrais jamais prendre mon téléphone, appeler une fondation « Allô, j'ai une excellente méthode de français, il me faudrait quelques millions pour la réaliser en vidéo. » Jamais je n'oserais faire ça. Et Barry, « Oh ben, moi oui. » Et il l'a fait. 2 ans plus tard, nous avions exploré un certain nombre de sources possibles de financement. Vous savez, quand vous avez le premier million, les autres viennent tout seuls. Nous étions intéressés en particulier par Annenberg CPB, qui venait de financer 2 énormes projets, The Brain and the Mechanical Universe. Évidemment, il s'intéressait plus aux sciences qu'aux humanités. Mais étant jeune et naïf, à cette époque, bien sûr, Barry était jeune, mais moi aussi j'étais jeune. Étant jeune et naïf, nous décidâmes de tenter le coup et nous nous mîmes au travail. Après de gros efforts pour constituer une proposition détaillée et soigneusement documentée, se posait le problème de la présenter officiellement au comité d'Annenberg CPB. Premier petit problème. Yale a refusé de présenter notre proposition sous prétexte que Yale présentait 2 autres propositions et ne voulait pas que la nôtre puisse faire concurrence aux 2 autres et diminuer ainsi leurs chances. Après avoir fait tant de travail, nous étions effondrés à la pensée que tout ce travail devenait inutile. Heureusement, nous avons eu une idée. Puisque Barry était maintenant à Wellesley, et plus à Yale, nous pouvions demander à Wellesley de soumettre notre proposition. Et ça a marché. Nous avons alors vécu des mois d'angoisse, attendant la réponse de CPB, acceptée ou refusée. Finalement, elle arrive, cette réponse, refusée. Catastrophés, nous prenons le premier avion et nous précipitons à Washington pour demander ce qui ne va pas dans notre proposition. Vous ne demandez pas assez d'argent. Il vous faut au moins le double. Et nous voilà repartis pour faire une nouvelle proposition. Autre gros travail. Le dernier jour avant l'échéance, la date à laquelle il fallait remettre les propositions, Barry et moi avons passé la nuit entière dans mon labo à terminer les 7 copies requises. Enfin, vers 6h30, Denise Colonna, une des 2 normaliennes
de l'année à Yale et qui appréciait beaucoup la méthode, arrive, charge les 7 copies dans sa voiture et fonce à Hartford, prend le premier avion pour Washington, puis un taxi et arrive à 11h45, 5 minutes avant la date et l'heure limite pour l'acceptation des propositions. Nouvelle semaine d'angoisse, acceptée, refusée. Cette fois, notre proposition est acceptée. Nous exultons et savourons fort peu charitablement la pensée que les 2 propositions qui avaient empêché Yale de soumettre à la nôtre avaient été refusées. 4e épisode, négociation difficile. Il a fallu négocier un contrat extrêmement complexe entre Yale, à qui j'appartenais, Annenberg CPB, qui fournissait la plupart des fonds, et WGBH, la station PBS de Boston, qui devait se charger de la production. Une réunion après l'autre, pendant des mois et des mois, à Washington, à New Haven, à Boston. Barry et moi étions présents, mais on ne nous consultait pas beaucoup. Nous nous sentions un peu comme Meursault à son procès. Par ailleurs, Barry et moi étions en train de discuter avec WGBH pour décider comment le projet serait produit. J'avais commencé à écrire le script, étant donné que ceci pouvait être fait n'importe où. J'en ai fait une partie dans les Pyrénées, une autre à Porto Rico, une autre sur la Costa Brava en Espagne. Beaucoup de travail, mais fait dans une ambiance de vacances. Fred Borzik, qui avait été choisi comme producteur exécutif, avait jeté un coup d'œil à mon script et avait déclaré « Oh, I can't shoot all that in Boston. No way, Fred. Everything has to be shot on location in France. » Eh bien, Barry et moi avons gagné sur ce point, mais nous avons perdu sur d'autres points. Par exemple, moi, je voulais, au début, que le sens des mots et expressions soit expliqué, si vous voulez, par juxtaposition d'exemples multiples, pris dans des films, la télévision, interviews dans la rue, etc. Mais je ne voulais pas avoir de talking head qui rendent les programmes de télévision insupportables, à mon avis. Mais nous avons perdu sur ce point. WGBH a insisté pour qu'il y ait quelques fils conducteurs présentés par le professeur. J'ai pensé que leur calcul était qu'en me mettant moi devant les caméras, ce serait meilleur marché que d'acheter et d'éditer des milieux d'extraits. En vérité, nous avons encore des centaines de ces extraits par le son qui ont été rassemblés par Michel Bonnet qui se trouve ici, une autre ex-normalienne de Yale qui était passée à la Sorbonne et qui a passé des jours et des jours à éplucher des archives de films et de séries télévisées. Nous en avons utilisé environ 2000, mais c'était beaucoup moins que ce que j'aurais voulu avoir. Et c'est ce que nous pourrons peut-être corriger en faisant la version interactive. 5e épisode, le tournage. Nous avions l'un dans l'autre 26 heures de vidéo à tourner, c'est-à-dire l'équivalent en temps de 10 ou 11 longs métrages. Ça nous a pris un été entier pour filmer le feuilleton et ses annexes, en travaillant avec 2 équipes, l'une du lundi au vendredi et la deuxième pendant le week-end. Tout ce tournage a été documenté par Sylvie Mottet, ici en blanc, une autre ex-normalienne de Yale, qui est en ce moment prof à l'université de Provence. Ce sont beaucoup de ces photos qui ont servi pour le textbook. Outre les techniciens du tournage, caméraman, assistant caméraman, ingénieur du son, Perchman et des techniciens du son, metteur en scène, il y avait un directeur artistique, Christian Ciré, qui est par nous aujourd'hui, le voilà. Il est venu de Bulgarie, je crois, pour assister à cette séance.
C'était un personnage extraordinaire, je pense qu'il l'est encore. Un matin, au grand étonnement de l'équipe, il est arrivé habillé en toréador. Tu te rappelles ça? Eh, Christian, qu'est-ce que c'est que ça? Tu fais le toréador aujourd'hui? Et il avait répondu quelque chose comme « Oh, quand je me suis réveillé ce matin, il faisait un temps splendide, je me sentais bien, si bien, j'avais envie de m'amuser. » C'est tout moi ce que je me rappelle. S'habiller en toréador semblait être pour Christian une façon tout à fait normale d'exprimer ses humeurs. Christian connaissait tout le monde. Colette, bien sûr. Ouais. Ah, oui, bien sûr. Parce que, pas l'ami de Mireille, non, mais l'écrivain. Hein, l'écrivain, parce qu'elle habitait au palais royal, pas très loin de chez Christian. Ouais, Christian avait un appartement et une galerie au Palais Royal. Malraux, ouais, dont il a tenu la main sur son lit de mort, je ne le croyais pas, mais oui, il le confirme. Et nous avons eu l'occasion de vérifier qu'il connaissait bien, en effet, les gens dont il parlait. Il était capable de nous procurer n'importe quoi sous le soleil. Nous avions besoin d'un appartement bourgeois, rue de Vaugirard. Il nous a trouvé tout près de la rue de Vaugirard l'appartement de Jean-Denis Bredin, avocat et écrivain connu, qui a succédé à Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Et il nous a procuré aussi la plaque du numéro de la maison et l'échelle nécessaire pour remplacer le vrai numéro de la maison par le numéro 48 pendant le tournage. Nous avions besoin d'un autre appartement pour servir de quartier général et pour tourner quelques courtes scènes, et il nous a trouvé l'appartement de l'acteur Mathieu Carrière et de sa femme, l'artiste américaine Jennifer, je ne me rappelle plus son nom, un appartement 6 rue Vavin, un immeuble que tout le monde connaît à cause de sa façade en céramique blanche et verte, et où quelques scènes du dernier tango de Paris ont été tournées. Les scènes que nous y avons tournées, nous, sont considérablement moins audacieuses. C'est lui aussi qui nous a procuré tous les accessoires dont nous avions besoin. Une Alpine Renault, un camion de pompiers, un petit avion avec la licence de vol, 3 crânes humains, un squelette complet, une coiffe et une robe de bonne sœur, un chien, un chat, un serpent, un gigot de mouton, une main de gorille et 4 araignées vivantes. Les araignées, il faut les écraser aussi, parce que ça porte malheur le matin. Et il a même réussi à nous trouver des choses qui n'existaient pas, comme un pot de confiture Mireille ou le certificat de naissance de Mireille de la mairie du 16e arrondissement. Un jour, nous avions besoin de quelqu'un qui sortirait d'une voiture à une station-service pour aller aux toilettes. Oh, facile, il a amené la fille d'Agnès Varda et de Jacques Demy. Nous avions dans l'équipe un spécialiste chargé de nous obtenir toutes les autorisations dont nous pouvions avoir besoin, filmer à la Sorbonne, dans la rue, au Sénat, dans le métro, dans les grands magasins, au De Magot, etc. Il obtenait tout ce qu'il voulait, mais il n'arrivait pas à obtenir l'autorisation d'aller filmer dans les catacombes. Après 2 ou 3 semaines de vains efforts, nous nous sommes adressés à Christian et le lendemain, il est arrivé brandissant une autorisation de l'administration de l'hôpital Cochin pour descendre dans leur sous-sol où se trouvait une entrée secrète qui ouvrait sur les couloirs des catacombes. Nous sommes entrés dans les catacombes par l'hôpital. Après le tournage, j'avais invité Christian à venir aux États-Unis pour être le directeur artistique de la post-production. Un matin, j'ai reçu un coup de téléphone de Maurice Pialat, je crois. Christian est avec vous? Oui. Je travaille, ça c'est Pialat maintenant, je travaille sous le soleil de Satan et j'ai absolument besoin de lui. Moi, eh bien, vous avez besoin de lui, mais moi aussi.
Puis alors, pourriez-vous me le prêter? Moi, eh bien non. J'ai une date limite pour terminer mon projet à moi. Puis alors, pourriez-vous me le prêter le week-end? Moi, oui, je suppose qu'il est libre de faire ce qu'il veut le week-end. Ouais. Alors, tous les vendredis soirs, Christian prenait le Concorde pour Paris et il revenait le lundi. J'ai été toujours jaloux de lui parce que moi, j'ai jamais pris le Concorde. Mais comme il revenait de plus en plus tard, c'est vrai. J'ai demandé à arrêter cette histoire, ce programme, et il s'est consacré de nouveau à son travail sur French in Action. Bien sûr, il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu un problème de continuité, par exemple. Un matin, on s'est aperçu qu'on avait tourné le commencement d'une scène dans laquelle Robert portait une certaine veste et une seconde partie de la même scène où il portait une veste différente. Ainsi, on l'aurait vu marcher sur le boulevard Saint-Germain avec une veste et arriver sur le pont de la Concorde avec une autre veste. Aussi, pendant l'heure du repas, du déjeuner, je me suis retiré dans un coin et j'ai gribouillé quelques lignes de script. Robert s'arrête devant une librairie, tâte ses poches, paraît paniqué. Robert, je n'ai pas mon passeport, je l'ai perdu. Mireille, vous êtes sûr? Peut-être l'avez-vous laissé à l'hôtel. Robert part en courant jusqu'à son hôtel et revient rayonnant avec une autre veste. Et son passeport était dans l'autre veste. Problème résolu. Nous avons dû cependant envoyer un fax à Béatrice Betty, à Yale, pour lui dire d'inclure cet ajout dans la version du manuel qui était changé. Autre petit problème de tournage, Valérie, qui est originaire de Saint-Raphaël, n'est-ce pas, sur la Côte d'Azur, avait, comme la plupart des gens du Midi, tendance à dire « o » au lieu de « o ». Remarquez que je dirais au moins la moitié des Français alternent entre ces deux O. Mais nous, on était scrupuleux dans une scène aux Deux Magots où elle devait dire « Nous partons demain à l'aube ». Elle a dit « Nous partons demain à l'aube ». Cut. Mireille, ce n'est pas à l'aube, mais à l'aube, etc. Je crois qu'on a fait 17 prises avant qu'elle n'arrive à dire « à l'aube », mais sur un ton d'exaspération totalement inapproprié à la scène, mais que nous avons gardé néanmoins. Le ton passons. Je vais peut-être dépasser le temps, non? Où est-ce que nous en sommes au point de vue du temps? Qui est-ce qui contrôle? 10h20. Et donc, il faut arrêter tout de suite. OK. La post-production a pris environ 2 ans. Ça comprenait la préparation du matériel illustratif, où Christian a joué à nouveau un rôle capital, le tournage de ce matériel, le tournage de ma participation comme professeur, ainsi que des scènes filmées avec des étudiants à Wellesley College. Sans oublier le montage qui était effectué dans 2 studios qui travaillaient simultanément. En même temps, enregistrement de quelques 40 heures d'exercice audio, montage de ces 40 heures d'audio, préparation du textbook et des exercices book. Cela a demandé un va-et-vient constant entre New Haven et Boston et de très longues journées. Travail excitant, mais exténuant, si bien que je me suis offert une crise cardiaque majeure au milieu d'un tournage. L'équipe m'a bourré d'aspirine et voulait m'amener à l'hôpital de Harvard, mais j'ai résisté à une telle trahison et insisté pour que Béatrice me reconduise le lendemain jusqu'à l'hôpital de Yale. Tout le monde était désolé pour moi, mais aussi paniqué à l'idée que nous ne réussirions pas à tenir les échéances. Nous étions fin novembre 86 et la date de lancement du projet était à la télé était fixée au 31 août suivant. WGBH m'a envoyé des fleurs à l'hôpital.
ainsi que le matériel nécessaire pour continuer à travailler au montage. Et nous avons pu tenir nos échéances. 7e épisode, résultat, Cocorico. Le premier épisode de la série a été diffusé le 31 août 1987 et bien reçu. À ce moment-là, les médias étaient monopolisés par l'affaire de la confirmation de Bork à la Cour suprême. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont assez vieux pour se souvenir de ça. Cependant, WGBH a annoncé avec beaucoup d'excitation que le lendemain de la diffusion du premier épisode de French in Action, ils avaient reçu plus de courriers des spectateurs au sujet de French in Action qu'au sujet de la confirmation de Bork. Les ventes ont commencé, puis est venue l'affaire du sexisme où deux jeunes filles qui suivaient, je cours des cours sur le féminisme, ou qui étaient très féministes elles-mêmes, ont dénoncé French in Action comme étant machisme, etc. Il y a eu de grosses discussions dans les journaux, à NPR, etc. Ça a été une très très grosse affaire. Heureusement, cette attaque est survenue à un moment où pas mal d'enseignants avaient déjà travaillé avec French in Action et il y a eu une levée de boucliers pour affirmer que ces accusations étaient sans fondement et que ces jeunes femmes ne savaient pas vraiment de quoi elles parlaient. En effet, je crois qu'elles avaient suivi le cours de French in Action pendant 2 ou 3 semaines à peine. Dans son ouvrage Double Takes, un livre sur culture and gender in French films and their American remakes, Caroline Durham, professeure au collège de Worcester, le même collège que celui de Lello, consacre d'ailleurs tout un chapitre à French in Action qu'elle qualifie de post-moderniste et féministe plutôt que sexiste. Les 2 ou 3 incisions qui avaient laissé tomber la méthode y sont revenues. Et en fait, cette escarmouche a finalement constitué une excellente promotion pour le programme. Elle a attiré l'attention de bien des enseignants qui l'ont essayé et adopté. Il y a bientôt eu quelques 2000 institutions qui l'utilisaient, rien qu'aux États-Unis, sans compter d'autres en Australie, au Canada et divers autres pays. Elle a été diffusée par satellite dans toute l'Amérique latine. Bientôt, les commuters dans le train du matin, vous savez, entre New Haven et New York, discutaient du dernier épisode de la série qu'ils avaient regardé le matin en se rasant. Et sur le programme Jeopardy, un extrait au sujet de Robert Emire fut immédiatement étouffé dans la salle. Roger Ebert, à qui on avait demandé ce qu'il emporterait sur une île déserte, a répondu « The Complete Works of Shakespeare, Gates of Heaven, Django Reinhardt Anthology, French in Action, and the King James Bible. In that order. » John Sullivan aura demain l'occasion d'évoquer les innombrables fans de FIA, entre autres ceux qui se retrouvent pour échanger sur le blog Mystère et Boule de Gomme. Dans un autre blog, je me souviens avoir lu, quelques années avant, le commentaire suivant d'une jeune femme qui disait « Regardez le feuilleton, French in Action, tous les ans sur PBS » et qui ajoutait « Now I am taking French and it helps, you know. It helps. That's what we like to hear. » Should I add that the success of French in Action enabled me to be named as Yale Innovator. Is that right? Yeah, last year, I think. So that worked out pretty well. It started with... Thank you.